Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule financière. Alors avec les rebonds récents des marchés boursiers, plusieurs investisseurs se posent la question, est-ce vraiment le début d'un nouveau cycle haussier ou est-ce un peu trop beau pour être vrai? Alors notre objectif est d'élucider un peu le tout dans une série de 2 capsules. Celle d'aujourd'hui, revue des marchés, regarder un peu les faits saillants qui retiennent notre attention depuis les creux du mois de mars. Et suivra d'ici une semaine celle sur les perspectives, alors comment on voit les prochains mois, entre autres avec l'élection américaine qui est à nos portes. Alors sans plus tarder, débutons avec cette revue des marchés automne 2020. Alors, comme on peut le constater, on le sait, différentes mesures extraordinaires ont été mises de l'avant de par nos gouvernements partout sur la planète. Et lorsqu'on compare le niveau de ces interventions-là en rapport à nos économies respectives, on constate que le Canada a eu un impact ou a mis un stimuli beaucoup plus grand, presque le double de ce que les Américains ont fait. Alors, on ne parle pas d'années pour rembourser ça, on parle de générations. Alors quand même, ce sont des problèmes à venir, mais à court terme, ça a donné un stimuli assez important au niveau de la hausse de l'économie. Et on peut le voir partout sur la planète actuellement lorsqu'on regarde le secteur manufacturier. Alors, on fait des sondages auprès des chefs d'entreprise, des directeurs des achats, et tous nous annoncent, avec le résultat de ces sondages-là, de l'expansion économique à venir. Alors, c'est une des choses qui plaît au marché, de savoir qu'on s'en va dans une direction qui aura naturellement plus de croissance, certainement parce qu'on le compare à des mois qui ont été en confinement. Même chose au niveau du secteur des ventes au détail. Alors, on peut voir que tout le volume qu'on avait au niveau des ventes au détail qui s'est perdu en 3 mois a été au complet regagné déjà, probablement avec une distinction qu'il y a plus de commerce en ligne que des ventes traditionnelles dans les bâtisses avec de la brique et du mortier, mais globalement, au total, on est revenu au même niveau, alors que dans la dernière récession, ça avait pris plus de 2 ans avant de revenir après la crise financière à ce niveau-là. Toutefois, ce qui reste encore à gagner, eh bien, c'est de reprendre encore au niveau du nombre d'emplois qui a été perdu. Alors, on voit qu'actuellement, on a à peu près 40% de l'emploi récupéré en l'espace de 4 mois. On voit que dans la crise financière, ça a pris un peu plus que 4 ans. On a quand même eu des nouvelles positives la semaine dernière au niveau du chômage qui a redescendu sous la barre des 10% aux États-Unis, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour revenir au niveau que nous étions. Alors, en plus de la stimulation budgétaire que nous avons vue avec les différents déficits, on a également de la stimulation monétaire. Alors, on a les banques centrales, autant au Canada, aux États-Unis que partout sur la planète, qui ont écrasé les taux d'intérêt. On est passé d'un taux de 1,75 à 0,25. Et naturellement, tout ça a une répercussion sur le taux des obligations. Alors ici, en rouge, on voit les taux obligataires il y a 1 an. Et autant dans les échéances de 3 mois à 30 ans, on voit que tous les taux d'intérêt ont baissé partout, ce qui rend, entre autres, notre travail comme tout un défi lorsqu'on veut renouveler la partie sécuritaire des portefeuilles. Les taux de certificats de dépôt et d'obligations sont très difficiles. Alors, l'impact d'avoir des taux d'intérêt comme ça plus bas sur les obligations, bien, ça a également une répercussion sur les taux hypothécaires. Alors, on n'a jamais vu des taux hypothécaires 5 ans en bas de 2% comme on assiste à l'heure actuelle. Et ça, comme on peut s'en douter, l'effet de ces bas taux-là a une répercussion très positive au niveau du marché immobilier. Le marché immobilier canadien continue sa croissance malgré tout ce qu'on a vécu dans les derniers mois, à peu près en moyenne de 5% au Canada. Et ça, c'est bon, oui, parce qu'on a une résidence et que c'est bon pour le marché immobilier, mais c'est très bon de façon générale pour l'économie parce qu'on sait que la maison, dans le bilan d'un individu ou d'un ménage, ça prend une place très respectable. Et donc, quand on voit une croissance de notre résidence, eh bien, ça peut nous inciter à avoir des comportements d'achat ou de consommation plus positifs. Donc, ça, encore une fois, sont des signes intéressants. Quand on regarde également les divergences entre ce qui s'est passé au Canada et aux États-Unis, je vous rappelle qu'au Canada, la plupart des institutions financières ont accepté de faire du report de capital à l'automne sur les paiements hypothécaires, alors que ça n'a pas été le cas aux États-Unis. Et la conclusion de ça, c'est qu'on n'a pas eu aucune augmentation de taux de défaut en hypothèque au Canada, alors qu'aux États-Unis, on voit qu'on est rendu à un taux de 4% d'hypothèques donc, qui ont un retard de plus de 90 jours. Alors encore une fois, une situation qui est quand même assez différente. Quand on ramène tout ça au niveau du marché boursier, bien, on voit naturellement
la baisse qui avait été vraiment, je dirais, assez en harmonie de toutes les bourses ensemble. Et là, depuis le rebond, on voit qu'il y a quand même certains endroits où on se distingue, entre autres sur le marché boursier américain, qui lui est revenu à des niveaux records, alors sur le marché canadien et au niveau des marchés internationaux, on n'a pas encore récupéré tout à fait les niveaux que nous avions au début de l'année. Et on voit également que la vitesse à laquelle tout ça s'est fait, on parle d'un rebond en l'espace de 6 mois, alors que les 2 dernières récessions, on parlait de durée de 6 à 7 ans avant que les marchés reviennent au niveau où est-ce qu'ils étaient. Donc, peu de comparable avec ce qu'on vit à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui fait la différence entre la performance du marché canadien-américain? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? C'est la répartition sectorielle. On sait qu'au Canada, les 2 poids lourds en termes de secteur d'activité, c'est l'énergie et les services financiers. 2 secteurs qui sont encore très touchés actuellement par tout ce qui se passe. Alors qu'aux États-Unis, les 2 poids lourds, c'est le secteur de la santé et de la technologie, 2 secteurs qui, au contraire, ont le vent dans le dos. Alors, c'est ce qui fait qu'on a des bourses qui ont réagi de façon différente. Et à ceux qui posent la question, il y a un disconnect entre la performance des marchés boursiers et la reprise de l'économie réelle. Bien, c'est clair que dans l'économie réelle, il n'y a pas 40% des emplois qui sont dans le secteur de la technologie et de la santé. Donc, c'est normal qu'il y ait un disconnect entre ce que le marché boursier nous indique comme reprise et l'économie réelle. D'ailleurs, en technologie, ça commence à être préoccupant de savoir que lorsqu'on investit dans le marché boursier américain, dans le SP500, on est dans 500 entreprises, mais on est rendu aujourd'hui en réalité que les 5 compagnies technologiques majeures que vous connaissez représentent maintenant 25% de l'indice. Alors, je ne suis pas si diversifié que ça. J'ai quand même une bonne pondération au niveau de la technologie. Et on voit que même si la bourse, de façon générale, est revenue à son sommet, il y a encore 60% des entreprises, presque plus que 300 compagnies, qui sont encore en rendement négatif par rapport au début de l'année. Donc, quand je prends la peine de décortiquer la technologie et le reste, ça me permet de voir que, oui, la bourse américaine est revenue à peu près, quand j'inclus toutes ces entreprises-là, à peu près à plus 6% depuis le début de l'année. Mais si j'isole seulement les 5 titres et que je prends la performance des 495 autres, je me ramasse avec moins 5% encore aujourd'hui, donc une différence de 10%. Donc, il y a encore des belles opportunités. C'est pas vrai que toutes les entreprises sont revenues à des niveaux qui sont bien évalués. Alors que, justement, la technologie, on entend parler beaucoup d'une bulle et on arrive à la conclusion que dans à peu près chaque décennie, il y a toujours une bulle dans quelque chose qui va se former. On voit dans les années 70, ça a été dans l'or, donc $1 investi dans l'or avait monté à 7 fois sa mise, ça avait redescendu par la suite. On a connu le marché japonais, autant le marché immobilier que le marché boursier. Naturellement, la crise technologique avec Nortel, également la forte augmentation de l'immobilier américain. Et on voit qu'à l'heure actuelle, le cycle nous démontre que oui, il commence à avoir quelque chose qui peut ressembler à une bulle, mais je ne suis quand même pas encore rendu au même niveau que ce qu'on a pu connaître dans le passé. Et n'oublions pas quand même que les compagnies actuellement en technologie qu'on a vu tantôt, c'est des compagnies qui font des ventes et qui ont une croissance des profits. Ce n'est pas juste des bonnes nouvelles à venir. Concrètement, c'est des entreprises qui bénéficient de la situation à l'heure actuelle. Alors, quand on regarde tout ça et qu'on fait un petit peu parallèle avec ce qui s'est passé avec la crise financière, eh bien, on se rend compte en rouge de comment les marchés boursiers ont réagi par rapport à la COVID et comment ça s'était passé en bleu au niveau de la crise financière. Puis on voit quand même qu'il y a des choses qui se ressemblent, un parallèle quand même assez important et naturellement, on verra la suite des choses. Et c'est d'ailleurs ce qui va nous amener à notre deuxième capsule financière qu'on vous présentera d'ici une semaine avec nos perspectives. Alors, en espérant que cette capsule vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des questions d'ici là. Bonne fin de journée.